ce sera le moment d'une action nouvelle. Ce sera aussi le moment d'hommes nouveaux. Le mouvement pour une Europe libre et unie. Il existe une île au cœur de la mer Tyrrhénienne, battue par les vents, isolée. Autrefois une prison, aujourd'hui largement oubliée. Mais en 1941, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, ce rocher solitaire devient le berceau de l'une des idées les plus audacieuses que l'Europe ait jamais connues. Un rêve, une révolte, un manifeste, griffonné sur des bouts de papier à cigarette, puis dissimulé dans un poulet rôti. Voici l'histoire d'Altiero Spinelli, un prisonnier sans armée, sans patrie, sans liberté, mais qui osa imaginer une Europe unie. Bienvenue dans la nouvelle série de lieux simplifiés, les pères et mères fondateurs de l'Europe, où nous explorons les vies des esprits les plus audacieux à l'origine de l'Union européenne. Et pour ce premier épisode, nous commençons avec le visionnaire italien Altiero Spinelli, le prisonnier qui rêvait d'une Europe unie. Rome, 1907. Altiero Spinelli naît dans une maison où la politique ne se contente pas d'être discutée, elle est imprimée, débattue, défendue avec passion. Son père est rédacteur à Avanti, le cœur battant de la presse socialiste italienne. Imaginez grandir entouré de gros titres sur les droits des travailleurs, l'antifascisme et la révolution. Ce ne sont pas des contes de fées qui ont bercé l'enfance d'Altiero, mais des idées, des luttes et une idéologie. À 15 ans, alors que la plupart des ados couraient après un ballon ou leur premier amour, Spinelli, lui, court après Marx. Et il ne se contente pas de le lire, il le vit. Il rejoint le Parti communiste et devient très vite une figure montante. À peine sorti de l'adolescence, il organise la jeunesse communiste de la région de Latium, prononce des discours, lève le poing et croit sincèrement que le changement est possible. Trop jeune pour être pris au sérieux, pas pour longtemps. En 1924, Benito Mussolini accède au pouvoir en Italie et la vision qu'il a pour le pays est à l'opposé. Il ne veut ni pluralisme ni contestation, il veut un empire. Un retour à la grandeur romaine bâtie sur l'autoritarisme, la force militaire et l'obéissance totale à l'État. Et dès 1925, Mussolini se proclame dictateur. Et en 1926, le régime commence sa purge. Fermeture des journaux, interdiction des partis d'opposition, emprisonnement des militants et répression totale orchestrée par la police secrète et des tribunaux d'exception. Spinelli est exactement le type de personne que Mussolini redoute. Jeune, brillant, combatif et capable d'organiser la résistance chez les étudiants et les ouvriers. Pour le régime, le Parti communiste est une menace. Et Altiero Spinelli, un agitateur dangereux. Alors, en 1927, il frappe. Spinelli est arrêté à Milan lors d'une vague de répression contre les militants antifascistes. Pas de procès équitable, pas de véritable défense, juste une accusation de conspiration contre l'État et une condamnation prononcée par le Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, un tribunal créé pour étouffer toute dissidence politique. Et il n'a que 20 ans. Sa peine, 10 ans de prison, suivi de 6 années d'exil intérieur dans un camp pénitentiaire isolé. 16 ans au total, une éternité pour faire taire un si jeune homme. Mais la prison n'a pas brisé Altiero Spinelli. Derrière les barreaux, entouré de béton et de silence, Spinelli se tourne vers les livres. Pas par l'ennui, mais par la nécessité. Il dévore la philosophie, l'histoire, l'économie, tout ce qu'il peut trouver. Hegel, Kant, Adam Smith, même des textes interdits par le Parti communiste lui-même. Il remet tout en question, même sa propre idéologie. Et cela le rend dangereux. Pas seulement pour les fascistes, mais aussi pour les communistes. Autrefois, il croyait aveuglément en la révolution communiste. Comme beaucoup à gauche en Europe, il voyait en l'Union soviétique un phare du pouvoir ouvrier. Mais un jour, une nouvelle change tout. À Moscou, Staline met en scène ce qu'on appellera les procès-spectacles. Une série de procès publics, soigneusement orchestrés, où d'anciens compagnons de Lénine sont accusés de trahison, d'espionnage, de sabotage. Ces hommes, jadis figures de la Révolution, sont forcés d'avouer des crimes absurdes sous la torture ou la menace, puis exécutés, sans preuve et sans justice. C'est du théâtre politique, une purge déguisée en justice. Spinelli commence à se poser la question: un despotisme n'entendrait-il pas simplement remplacer un autre? Et même en prison, il prend la parole. Il rédige des critiques, défie l'orthodoxie du parti.
Et quand le Parti communiste italien exige que ses membres soutiennent publiquement le procès de Staline, Spinelli refuse. Alors, en 1937, il est exclu du parti. La rupture est totale. Et à partir de là, Spinelli est tout seul. Plus de parti, plus de mouvement. Juste une pensée libre en quête d'une nouvelle voie. Après avoir purgé une décennie de prison, le régime l'envoie en exil intérieur. Cette fois sur une île isolée du nom de Ventotene, loin au large des côtes italiennes. Un bout de terre battu par les vents, aride et cerné par la mer et le silence. Mais Ventotene ne sera pas qu'un lieu de punition. Ce sera aussi le lieu d'une rencontre décisive. C'est là que Spinelli croise deux autres exilés politiques en quête, eux aussi, d'un nouveau chemin. Ernesto Rossi, un économiste libéral au regard perçant, et Eugenio Colorni, un philosophe tourné vers l'avenir. Tous trois ont été trahis, brisés, déçus par les systèmes auxquels ils avaient un jour cru. Le fascisme, le communisme et le nationalisme. Et dans la solitude de l'île, entre deux contrôles de surveillance et le bruit des bottes des gardes, ils accomplissent quelque chose de remarquable. Ils discutent, ils lisent et ils rêvent. Spinelli passe de longues heures à échanger avec Ernesto Rossi, qui est convaincu que l'Europe a besoin d'une cour de justice puissante, placée au-dessus des nations, une institution capable d'empêcher qu'un autre dictateur ne surgisse comme Mussolini l'avait fait. Eugenio Colorni, lui, imagine des travailleurs de différents pays se tenant côte à côte et non plus les armes à la main les uns contre les autres. Quant à Spinelli, il se plonge dans les livres sur la liberté, la démocratie et sur ce qui devrait être une société juste. De ces conversations, en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que l'Europe s'effondre sous les bombes et la haine, naît une idée nouvelle. Un texte radical, griffonné en secret, sur des papiers à cigarettes et des carnets clandestins. Ils l'ont appelé le Manifeste pour une Europe libre et unie. Aujourd'hui, on le connaît sous le nom du Manifeste de Ventotene. Écrit en 1941, alors que les armées d'Hitler envahissent le continent et que Mussolini renforçait son emprise sur l'Italie, ce manifeste osait penser l'impensable. Une Europe fédérale, unie non par la conquête, mais par la volonté. Inspiré des Federalist Papers des pères fondateurs américains, Hamilton, Madison et Jay, Spinelli et ses compagnons imaginaient une Europe dotée de son propre gouvernement, de ses propres institutions, de sa propre armée et d'une constitution commune. Leur message était radical. L'État-nation avait échoué. Il avait mené à la guerre, au fascisme et au génocide. Si l'Europe voulait survivre, elle devait tourner la page du nationalisme entièrement. Pour eux, l'ancien ordre ne pouvait pas être réformé. Il fallait une révolution européenne. Et oui, on peut voir leurs racines marxistes. Le manifeste plaçait une immense confiance dans la classe ouvrière, dans le socialisme démocratique, dans la construction d'une Europe où le pouvoir serait partagé et la justice garantie. En somme, des États-Unis d'Europe. Pas seulement une idée, mais un acte de survie. C'était audacieux, c'était dangereux, et surtout, ce n'était que le début. Mais écrire le manifeste n'était que la moitié du combat. La vraie question était, comment faire sortir une révolution d'une île-prison ? C'est là qu'intervient Ursula Hirschman. Antifasciste germano-juive et compagne d'Eugenio Colorni, Ursula n'était pas officiellement prisonnière. Mais elle avait choisi de rester à Ventotene, près des autres, observant, attendant et aidant dans l'ombre. Puis, en août 1941, une fois le manifeste terminé, elle prend le plus grand risque de tous. Elle le fait sortir clandestinement. Les pages sont dissimulées dans les plis de ses vêtements, et même dans le ventre d'un poulet rôti. Copié, mémorisé, recopié à la main. Chaque mot de ce texte fragile et interdit devait survivre aux gardes, aux fouilles et à la suspicion. Mais il est parvenu. Et grâce à Ursula, le manifeste de Ventotene atteint le continent, passant entre les mains de résistants, d'intellectuels clandestins et de cercles fédéralistes à travers toute l'Europe. Une vision née en exil était désormais en marche. Mais l'idée ne germait pas uniquement à Ventotene. À travers l'Europe occupée, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Pologne, des résistants rêvaient du même avenir. Leurs mouvements étaient indépendants, mais leur vision commune. La démocratie, les droits de l'homme, le pluralisme et surtout le fédéralisme. Beaucoup partageaient la conviction de Spinelli, que la seule véritable défense contre la tyrannie, c'était l'unité. Vaincre le fascisme ne signifiait pas seulement gagner la guerre, c'était refaçonner le continent. La chute du nazisme et la naissance d'une Europe fédérale devenaient deux objectifs liés, indissociables. Ventotene n'était pas une étincelle isolée dans la nuit. C'était l'un des nombreux foyers qui brûlaient déjà à travers l'Europe, prêts à s'embraser. En 1943, le cours de la guerre commençait à s'inverser, et le rêve né sur l'île de Ventotene n'était plus seulement un secret entre exilés. En juillet, l'impensable arriva. Mussolini tomba.
le régime fasciste s'effondra et le nouveau gouvernement libéra les prisonniers politiques. Spinelli et Rossi sortirent libérés, marqués mais pas brisés. Colorni, lui, était enfermé à Melfi. Dès la chute du régime, il s'évada et retourna à Rome. Là, les trois hommes se retrouvèrent, et avec eux, le rêve d'une Europe unie commença à devenir une réalité. Ils passèrent du papier à l'action, créèrent un mouvement organisé pour une Europe unie. Cette même année, Spinelli, Rossi et Colorni, avec un petit cercle d'anciens prisonniers exilés, lancèrent un journal clandestin, l'Unità Europea, l'unité européenne. C'était la voie d'une résistance fédéraliste qui grandissait. Mais c'était risqué. L'Italie comptait encore beaucoup de fidèles au fascisme et les nazis surveillaient. Pourtant, Colorni, Spinelli et Rossi refusèrent de se taire. En août 1943, ils franchirent une nouvelle étape. À Milan, ils fondèrent le Movimento Federalista Europeo, le mouvement fédéraliste européen. Mais ce combat eut un prix. Le 30 mai 1944, alors que Rome allait être libérée, Eugenio Colorni marchait dans le quartier de la Via Livorno. Des miliciens fascistes le remarquèrent, ils tirent et, touché par plusieurs balles, Colorni s'effondra. Emmené à l'hôpital, il meurt 2 jours plus tard. Il n'avait que 32 ans, abattu avant d'avoir pu voir l'avenir qu'il avait imaginé. Mais ces mots et le manifeste restèrent, portés par Spinelli et par le nombre grandissant de voix qui réclamaient une nouvelle Europe. Le chemin à suivre n'est ni facile ni sûr, mais il faut le suivre et il le sera. Spinelli et Rossi pleurent leur ami, mais ils n'arrêtèrent pas. Au contraire, ils accélèrent. À l'automne 1944, alors que la guerre faisait encore rage, ils passèrent illégalement en Suisse neutre. À Genève, ils rencontrèrent des résistants et des fédéralistes venus de toute l'Europe. Danois, Polonais, Néerlandais, Yougoslaves et même des Allemands opposés aux nazis. Ce n'était pas une réunion de plus en temps de guerre, c'était un tournant. Pour la première fois, le fédéralisme européen dépassait les frontières de l'Italie. Le manifeste de Ventotène, jadis murmuré entre prisonniers, devenait une idée continentale. En mars 1945, la première conférence fédéraliste se tint à Paris. Les délégués partageaient la même vision d'une Europe unie, mais les débats furent vifs. Certains réclamaient un Parlement européen fort, d'autres craignaient que ce soit trop ambitieux, trop tôt. Et 1 an plus tard, ils fondèrent l'Union des fédéralistes européens, un mouvement citoyen décidé à complètement reconstruire l'Europe. Seuls ceux qui ont reconnu et accepté la révolution européenne comme le but principal de leur vie doivent être recrutés dans le mouvement. Jour après jour, avec discipline, le travail doit continuer. Pour Spinelli, fonder l'Union des fédéralistes européens n'était pas la ligne d'arrivée, c'était le signal de départ. Avec la guerre terminée et l'Europe en reconstruction, il savait que le temps pressait. Les dirigeants s'empressaient de rétablir l'ordre et les intérêts nationaux revenaient vite au premier plan. Pour beaucoup, le fédéralisme est resté un rêve, noble mais irréaliste dans une Europe brisée par la guerre. Il a sorti de l'ombre pour rentrer en politique. En 1946, alors que l'Italie rédigeait sa nouvelle constitution démocratique, Spinelli, désormais respecté parmi les républicains, fut nommé à l'Assemblée constituante. Dans les coulisses, il œuvra sans relâche, en faisant pression sur les gouvernements, en publiant de nouveaux manifestes et en liant l'avenir de l'Italie à celui d'une Europe unie. Puis, en 1952, survint une percée. Spinelli fut nommé à la haute autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, la première véritable ébauche de ce qui deviendrait plus tard l'Union européenne. C'était la première institution supranationale d'Europe. 6 pays mirent en commun le contrôle des matières premières de la guerre, le charbon et l'acier. Pour Spinelli, c'était un grand pas en avant, mais pas suffisant. La CECA se concentrait sur l'économie et pas sur la politique. Elle était technocratique, pas démocratique. Il n'y avait toujours pas de constitution européenne, pas de parlement élu et pas d'union politique réelle. Alors, une fois de plus, Spinelli chercha à relancer le débat, mais sans grand succès. Dans les années 1950 et 1960, il se retrouva peu à peu mis à l'écart. Tandis que des figures comme Jean Monnet et Robert Schuman étaient célébrés comme les architectes de l'unité européenne, Spinelli était vu dans les cercles politiques comme trop radical, trop inflexible. La méthode de Monnet, une intégration lente, discrète, fondée sur l'interdépendance économique, s'imposait. Et lorsque le projet de communauté européenne de défense, une armée européenne commune, s'effondra la même année, à cause de l'opposition française, Spinelli y vit un signal clair. Les dirigeants européens n'étaient pas prêts. Peu après, il quitta la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1954, frustré de la voir devenir trop bureaucratique, trop prudente. Alors, il retourna au combat, non plus comme politicien, mais comme intellectuel et organisateur. Dans les années 1960 et 1970, Spinelli ne relâcha jamais ses efforts. Il écrivait,
Il donnait des conférences, débattait et tissait des réseaux avec des jeunes militants et réformateurs partout en Europe. À Rome, il fonda le Centre d'études fédéralistes pour former la nouvelle génération. Il lança des maisons d'édition, coécrivit des notes politiques et faisait discrètement pression sur les ministres. Spinelli jouait la carte du long terme et en 1979, son heure arriva. Pour la première fois, les citoyens de toute l'Europe élissaient directement le Parlement européen. À 72 ans, Spinelli se présenta comme indépendant en Italie et il fut élu. L'homme, autrefois exilé sur une île-prison, devenait une voix élue dans la seule institution démocratique de l'Europe. Et il n'était pas venu à Strasbourg pour prendre sa retraite. Certains de ses travaux les plus influents étaient encore devant lui. Depuis son siège à Strasbourg, Spinelli rassembla un petit groupe de députés européens, fédéralistes, réformateurs et tous ceux qui étaient convaincus de la cause européenne. Ils se retrouvaient de manière informelle, loin des grandes chambres et des caméras, dans un bar voisin appelé le Crocodile. Et ils se baptisèrent le Club du Crocodile. Leur objectif était simple, débloquer la situation, pousser le Parlement à proposer une véritable constitution européenne. Pas seulement un nouveau traité économique ou une réforme technique, mais un saut politique vers l'Union fédérale. Spinelli rédigea lui-même la première version. C'était audacieux, ambitieux et démocratique. Le plan Spinelli, officiellement intitulé le projet de traité instituant de l'Union européenne, appelait à une véritable fédération politique. Un Parlement européen bicaméral, doté de pleins pouvoirs législatifs, un exécutif européen responsable devant ce Parlement, une politique étrangère et de sécurité commune, le vote à la majorité au Conseil pour accélérer les décisions, et un cadre constitutionnel formel remplaçant l'actuel patchwork de traités. En bref, tout ce qu'avait imaginé le manifeste de Ventotène, mais désormais porté par une institution élue et une structure juridique détaillée. En février 1984, après 2 ans de débats et de révision, le Parlement européen vota. Et, à la surprise générale, il adopta le texte, à une large majorité. Monsieur le Président, le Parlement, par le vote qu'il va donner dans quelques minutes, aura pris le plus grand poisson de sa vie. Et il doit le porter encore dans le port. Mais faisons bien attention, parce que des requins seront à tout moment là pour tâcher de le dévorer. Tâchons de ne pas arriver seulement avec une arête. Ce fut un moment historique. La première fois qu'une Assemblée européenne démocratiquement élue voulait une véritable vision constitutionnelle pour le continent. Les gouvernements nationaux n'adoptèrent pas directement le plan Spinelli, mais l'élan qu'il créa était indéniable. La dynamique pour une intégration plus poussée était relancée. Le plan de Spinelli devint une référence pour les réformes qui suivirent. L'acte unique européen de 1986, le traité de Maastricht en 1992 et bien d'autres encore. Même si son traité ne devint pas loi, Spinelli avait déplacé les lignes, faisant passer le fédéralisme d'un rêve marginal à un objectif politique légitime. Altiero Spinelli ne vécut pas assez longtemps pour voir l'impact durable du vote de 1984. 2 ans plus tard, en mai 1986, il s'éteignit à Rome à l'âge de 78 ans. Sa mort fut discrète. Pas de funérailles d'État, pas de foule immense. Et pourtant, pour ceux qui comprenaient le combat pour l'unité européenne, c'était la perte d'un géant. Spinelli avait passé près de 60 ans à se battre, non pas pour le pouvoir, ni pour une charge politique, mais pour une idée. Que les nations d'Europe pouvaient dépasser leurs divisions et forger un destin commun. Son dernier souhait fut symbolique. Il demanda que le manifeste de Ventotène soit lu à ses funérailles. Et il le fut. Ce document, autrefois sorti clandestinement d'une île-prison cachée dans le ventre d'un poulet rôti, résonnait désormais dans les couloirs du Parlement et dans les pages des négociations de traités. Pour honorer sa mémoire, le Parlement européen donna son nom à son bâtiment principal à Bruxelles, le bâtiment Altiero Spinelli. Sa statue se dresse dans le hall d'entrée, à quelques pas seulement des députés européens, qui passent chaque jour en courant voter, débattre ou négocier les pouvoirs mêmes dont il n'avait fait, à son époque, qu'imaginer l'existence. La vie de Spinelli nous rappelle que l'Union européenne n'a pas seulement été construite par des traités ou des accords commerciaux, elle l'a été par des personnes, des rebelles, des idéalistes, des prisonniers sans armée ni frontières, qui croyaient que la paix exigeait plus que la diplomatie, elle exigeait de l'imagination. Et peut-être, plus que tout, de la persévérance. La route à suivre n'est ni facile ni certaine, mais elle doit être empruntée, et elle le sera. Et pourtant, malgré les propres accomplis, nous sommes encore loin de la vision complète de Spinelli. L'Union européenne s'est renforcée, mais elle reste un hybride, à la fois un bloc économique et union politique, encore trop marqué par les vétos nationaux plutôt que par une volonté commune. Il n'existe pas de véritable constitution européenne, pas d'armée unifiée et pas de gouvernement fédéral.
Son rêve d'une Europe démocratique et fédérale, unie non seulement par les marchés, mais aussi par son projet commun, n'est pas encore fini. Ceci n'est que le premier épisode de notre série consacrée aux pères et aux mères fondateurs de l'Union européenne. Nous parlerons bientôt des figures comme Jean Monnet, Robert Schuman et bien d'autres. Alors dites-nous dans les commentaires qui vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!